Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agneau et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un invité, ou plutôt une invitée exceptionnelle, j'ai le plaisir d'avoir avec moi à mon micro Sophie Grégoire, qui est la dirigeante de la très très belle marque de ganterie Agnelle. Agnelle, pour votre information, vous faites quand même ses 85 ans, donc c'est pas une mince histoire. En tout cas, c'est une entreprise historique qui s'est développée dans le temps dans le monde de la ganterie de luxe. Ce dont on a parlé avec Sophie, mais honnêtement, ça part dans tous les sens, vous allez adorer. C'est une personne qui n'a pas fait d'études, qui n'a même pas son bac et qui pour autant est devenue dirigeante de cette entreprise. Une entreprise que donc sa famille avait fondée, qu'elle a pourtant dû racheter en se battant à un moment donné à un groupe américain, donc franchement une histoire pas possible, vous allez voir, et on commence d'ailleurs tout de suite par ça. On a également parlé de la difficulté d'une marque comme Agnelle, qui est quand même une petite entreprise encore aujourd'hui, vraiment traditionnelle, pour à la fois faire face au monde du digital, mais aussi à des mastodontes comme les Dior, les Vuitton, et comment réussir à émerger quand on est une petite entreprise avec beaucoup moins de moyens. Bref, on est parti dans tous les sens, c'était passionnant, vous allez voir que Sophie est une personnalité avec un cœur d'or qui donne envie vraiment de la rencontrer, de passer du temps avec elle. En tout cas, j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, parce que quand même j'ai sacrément souvent de très très bons épisodes à vous proposer. Et puis enfin, dernière petite demande pour vous, n'hésitez pas à mettre un mot sur LinkedIn à Sophie, je suis sûre qu'elle sera très contente, ou à aller voir les boutiques Agnelle qui sont situées à Paris et en France. Mais allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sophie Grégoire. Sophie, je suis enchantée de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et je suis d'autant plus ravie que ça fait des mois et des mois en fait que j'y pense. Je crois qu'on peut même dire des années, et que j'ai été très lente et très mauvaise sur ce coup. Et donc je vous remercie parce que finalement le rêve se réalise. Et donc je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Écoutez, merci infiniment de m'inviter et de me permettre de parler un peu d'Agnelle. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Et d'ailleurs, vous faites bien de me dire parce que j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on parle de la reprise d'Agnelle en 2001, quand vous rachetez l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que c'est quand même assez fou ce qui s'est passé, d'abord le contexte, et puis comment vous en êtes arrivé à prendre cette décision? Alors, en effet, c'était fou. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise à 18 ans. Je sortais d'un sport-études équitation à Font-Romeu et j'étais vraiment très très mauvaise à l'école, donc je me suis arrêtée en première. Et maman m'a appelée en me disant: «Ok, Sophie, t'es pas faite pour les études, mais en revanche, moi j'ai vraiment besoin de toi dans l'entreprise.» Et donc j'ai commencé à travailler donc très jeune et pour la secondaire. Et donc ça, j'avais 18 ans, donc en 86. Et en 1999, maman qui n'avait pas très bien préparé sa retraite, qui était usée par toutes ces années où elle s'est battue pour garder la ganterie vivante. Mon grand-père était encore vivant et donc l'opportunité de ce groupe américain qui voulait racheter la ganterie est arrivée. Et vraiment, mais très naturellement, j'ai laissé faire. J'étais ravie pour elle. Mes enfants étaient petits, donc voilà, c'était formidable. Je savais qu'elle serait tranquille et que mon grand-père aussi, financièrement. Et donc, j'ai signé un contrat avec les Américains pour faire les 2 ans pour les accompagner. Et puis, au bout d'un an et demi, le patron est venu me voir en me disant que lui avait été remercié et que donc le groupe voulait se séparer d'Agnelle. Et là, c'était au mois de mai, donc 99. Donc, on prépare un nouveau dossier pour présenter la société à la vente plutôt à des groupes de luxe, puisque c'était nos principaux clients. Et badaboum, le 11 septembre arrive et donc plus rien. Le monde est, euh, est, est très Sous le perturbé et choc. donc sous le choc de ce 11 septembre. Et là, alors autant j'avais été très calme quand maman a vendu, là je suis
je redeviens une lionne et je dis ok, il n'est pas question que la ganterie s'arrête comme ça. La ganterie allait bien, tout se passait bien. Il n'est pas question parce qu'en fait, dans l'esprit des Américains, c'était voilà, c'est terminé. Ils se posaient pas la question de savoir si l'entreprise était. Enfin, je pensais qu'ils ne se posaient pas la question. Mais en fait, j'ai su après que c'était qu'ils avaient surtout envie que je puisse la reprendre. Et Parce donc que voilà. Donc il a fallu. je me permets de vous interrompre, je suis navrée Sophie, mais en gros pour comprendre, donc l'entreprise dans laquelle vous aviez travaillé depuis que vous aviez 18 ans, elle a été vendue, vous avez continué à y travailler, donc il y avait un CEO, mais vous étiez quand même encore complètement active et opérationnelle. Et là, seulement 2 ans après cette première vente, on vous dit à nouveau, rebelote, cette fois il faut revendre, et en plus plutôt pas dans les mêmes perspectives parce que avec j'ai l'impression moins d'entrain et peut-être plus envie de s'en débarrasser quoi, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, mais de manière, bon, voilà, c'est comme ça, la décision à Chicago avait été prise, il fallait s'en débarrasser. Et là, ça a été très, très, très vite. Je suis allée voir mon expert comptable qui me conseille depuis toujours et qui conseillait maman, qui me dit, écoute, voilà, t'as pas d'argent, mais je vais t'aider à reprendre. Donc tout de suite, il a demandé à notre fabricant de cuir de venir me soutenir. Et donc j'ai pu reprendre. Ça a été assez long, hein. Enfin assez long. Donc je me suis associée avec ce marchand de cuir. L'avantage, c'est que 80% de l'argent dont j'ai besoin pour gérer l'entreprise, c'est les achats de cuir. Donc en fait, en prenant comme associé son principal fabricant, ben, en fait le deal c'était je te paye quand j'ai de l'argent. Et donc ça a beaucoup facilité. Et donc là, ça a été Un bon extraordinaire parce deal. que ouais, c'est assez basique, mais ça a bien fonctionné. Et donc là, ça a été extraordinaire parce qu'en fait, j'avais en face de moi que des comptables, enfin de la partie américaine, des comptables, des gens qui avaient donné en effet de l'argent à maman. Et moi, je leur disais, bah non, moi c'est rien. Il faut même que vous m'aidiez. Et là, j'ai été très surprise. Ils m'ont dit non, pas question, c'est indécent. Et moi, je leur ai dit, bien sûr, l'indécent, c'était de fermer une entreprise qui avait déjà 70 ans. Et j'avais eu la chance de rencontrer le bras droit de Bob Prisker, qui était le grand patron du groupe. Et donc, j'ai réussi à l'attraper. Heureusement, il venait à Paris. Et donc, le deal a pu se faire. Alors, c'était assez amusant, puisqu'on c'était dans un grand cabinet d'avocats à Villes-Montaigne. Il n'y avait que des têtes grises, que des hommes. Et moi, je me sentais comme Titi dans sa cage. Et le type a été absolument extraordinaire. Et je suis rentrée. M'a parlé en anglais. J'ai pas compris grand-chose. Il a barré des choses sur ma proposition. J'ai passé à mon conseiller. Euh, il m'a dit OK. J'ai dit OK. J'avais rien compris. Et puis voilà, la chose s'est faite. Et de manière, il était ravi avec un grand sourire. Il m'a dit, vous savez, c'est extraordinaire. Bob Prisker est ravi que vous puissiez reprendre dans des bonnes conditions. D'ailleurs, comment je peux vous aider? Et là, je lui dis, bah écoutez, l'activité de ganterie c'est très saisonnier, donc ça serait bien que, puisqu'en fait, je ne reprenais que le stock, la valeur du stock, que je puisse vous payer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, il me dit, oh, écoutez, c'est super. Et donc, ce qu'il avait barré, c'était tout le stock était au-delà des 2 ans. Donc, il a encore baissé la valeur. Et donc, ça s'est passé dans des conditions absolument géniales. Et les autres faisaient un peu la tête parce qu'on avait le droit de signer, on n'avait pas le droit de signer, mais il leur a imposé de trouver un papier qui nous liait et qui allait, de manière certaine, amener à ce que l'entreprise revienne dans la famille. Ce qui est fou, je trouve, dans cette histoire, Sophie, c'est que ça fait quand même croire au fait que les rencontres, bah, ça peut tout changer, quoi. Parce que là, si vous étiez face uniquement, comme vous dites, à des têtes grises qui sont corporate et qui font ce qu'on leur demande ou qui font le mieux, on va dire, pour leurs clients, c'est-à-dire le groupe, vous aurez pas laissé cette opportunité. Et donc, il a fallu que vous alliez taper à la porte d'un certain nombre de personnes, et donc Bob Prisker en l'occurrence, et que vous arriviez à le convaincre. Que vous aviez une vision, que vous aviez envie, pour qu'il, voilà, il vous
je dirais pas qu'ils déroulent le tapis rouge, mais en tout cas qu'ils vous fassent confiance et qui se mettent à votre service. Et c'est vrai que c'est fou parce que je pense qu'on se dit quand on est face à des mastodontes comme ça que c'est pas possible et qu'en fait la rencontre ne sert à rien. Mais j'ai l'impression, et vous allez me dire si je me trompe, que là dans cet exemple, ben non, en fait, ça marche et créer du lien, ça marche. Oui, complètement, avec beaucoup. Tout de suite, il m'a dit, Bob est ravi que vous repreniez, que ça revienne dans votre famille. Et en fait, face à des grands groupes comme ça, la seule chose, puisque financièrement, c'est rien, ce que je ne leur donnais pas, ou ce qu'ils avaient donné, c'était rien, en fait, par rapport aux 20 milliards de chiffre d'affaires du groupe. Donc, en fait, ce qui était important pour lui, c'est qu'il n'y ait pas une mauvaise campagne, qu'il fasse pas de mal en fait à l'entreprise et que son passage rapide, court, mais ne soit pas fatal à cette entreprise qui lui avait rien demandé après tout parce que c'est lui qui était venu. Et toute ma vie et maman aussi, on a été aidés souvent par des hommes qui voilà nous ont permis de passer ces mauvais moments. Déjà ma grand-mère avait été extrêmement aidée par ses fournisseurs parce qu'il y a des moments qui sont bien sûr dans la vie d'une entreprise très très difficiles. Quand la reprise s'est faite, ben, la maison Dior avec Sidney Toledano m'a beaucoup aidée puisqu'en fait il m'a laissé la licence, ce qui faisait 80% du chiffre d'affaires et cette licence elle devait s'arrêter donc en 2001. Et, il me l'a laissé pour me permettre de réorganiser l'histoire. Mais ça a été que des rencontres, des soutiens, parce que on est très sincère, on est très authentique dans notre bataille quotidienne pour garder l'entreprise. Mais c'est plus large que ça. C'est aussi les ouvriers, les artisans, tout le monde. Vraiment, c'est une histoire. Quand une entreprise passe ses 80 ans comme ça, c'est qu'il a fallu vraiment qu'il y ait énormément de soutien, de bienveillance, de et d'aide de tout le monde. Et seul, on n'arrive à Et rien. ça c'est clair. Quand vous évoquez le fait là que l'entreprise passait le cap des 80 ans, et donc vous rachetez l'entreprise, alors vous y avez travaillé toute votre vie, donc vous la connaissez mieux que personne, mais est-ce que vous aviez une vision pour Agnelle à l'époque, qui était peut-être différente d'ailleurs de celle du groupe au moment où ils l'ont racheté? En d'autres termes, c'était quoi votre vision? Est-ce qu'il fallait pour vous renouveler la marque à ce moment-là? Est-ce qu'il fallait continuer? Est-ce que vous vous en rappelez? Alors, ça s'est jamais posé dans ces termes-là. Agnès, c'est avant tout un fabricant qui travaillait en sous-traitance pour les grandes maisons, qui est devenu une marque quand la licence Dior s'est arrêtée. En fait, on a repris ses stands, ses représentants, ses agents, et puis on a fait une collection. Et donc, le truc, ça a toujours été qu'on continue, que voilà, que moi, quand j'ai repris, j'ai l'engagement auprès de tous les artisans, de toutes les personnes qui travaillaient avec nous, de les amener à la retraite, de continuer à leur payer leur salaire en temps et en heure. C'est des choses qui sont, c'est avant tout de l'humain. Ça n'a jamais été une histoire financière, économique. J'aime et j'ai beaucoup plus moi de satisfaction à voir grandir des jeunes à l'intérieur, à voir se développer des créations, des relations avec des nouveaux clients, des créateurs. Et c'est là où je trouve toute la force et maintenant mon objectif c'est vraiment que la ganterie puisse fêter ses 100 ans, c'est dans 13 ans et, certainement je m'arrêterai à ce moment-là moi aussi. En tout cas, c'est un beau projet. 100 ans, c'est quand même fou quand on y pense. C'est Ouais. assez dingue. Je rêve du jour où ma boîte aura 100 ans, je peux vous dire. Si on revient au rachat, Sophie, est-ce que vous pourriez nous expliquer les grandes étapes clés, non pas du rachat à proprement parler, mais de la remise sur pied de Daniel suite à ce rachat, d'autant que, si j'ai bien compris, c'est à peu près concomitant avec la période justement où vous n'étiez plus uniquement fabricant, mais où vous êtes devenu une marque. Alors ça s'est fait de manière extrêmement naturelle, peu réfléchie, par opportunisme, donc en fait on avait cette relation privilégiée avec les grands magasins.
des stands qui étaient à 80% pour la marque Dior et 20% pour nous. Et en fait, à ce moment-là, euh, quand j'ai repris, tout le monde était assez content que l'entreprise continue d'exister. Et là, par exemple, aux Galeries Lafayette, l'acheteuse m'a tout de suite dit bon bah super, vous reprenez Sophie, on va organiser une grande exposition au mois de novembre à la Galerie des Galeries et vous allez montrer tout ce que vous savez faire, votre histoire, vos archives. Et là, c'était incroyable parce que je ne savais pas ce qu'était la Galerie des Galeries. Mais en fait, c'est un énorme cube noir de 350 mètres carrés où des gens circulent tout le temps. Et il a fallu, donc, avec pas d'argent, parce que tout ça, on le fait toujours sans argent. Donc, on a transporté la porte du bâtiment de Saint-Junien. On a fait un atelier vivant. On a pris nos cuir. On a recouvert tous les murs de cuir en mettant, voilà, en bande de couleurs. C'était magnifique. On a demandé à Monsieur Galliano, à Dior, à Monsieur Gauthier, tout ça, de nous prêter des vêtements avec leurs gants. Donc, on a fait une exposition absolument magnifique avec 3 fois rien. Donc vraiment, ça a été le soutien du grand magasin. Voilà, Sidney Toledano, qui avait pris la présidence de Dior, nous a beaucoup soutenu à ce moment-là. Madame Casgrain chez Longchamp a fait une nouvelle collection, une nouvelle capsule pour nous soutenir, nos fabricants, mais tout le monde. Et l'histoire la plus jolie, c'est que donc comme c'était la dernière année de l'essence Dior, j'avais le droit de fabriquer jusqu'à fin août. Et donc, on commençait le marché russe et donc ils ont passé des commandes très importantes. Et j'avais donc le problème du mois de vacances, le mois d'août, où j'allais m'arrêter de travailler pour partir en vacances. Et alors la catastrophe. Et donc je vais voir l'inspection du travail, l'inspectrice du travail, qui me dit, donc à qui je demande, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire, parce que ce mois de fabrication, c'est super important pour moi et pour la survie de l'entreprise. Et donc je lui raconte tout ça, et elle me dit voilà ce à quoi vous avez droit, il fallait rajouter des jours de vacances si on les prenait pas entre mai et octobre. Et donc ça, je la quitte à 7 heures du soir, et le matin à 8 heures en arrivant, j'entends sa voix au milieu de l'atelier. Et là, elle était en train d'expliquer à tout le monde que il fallait continuer, il fallait m'aider, que j'étais très courageuse de reprendre Incroyable. l'entreprise. Et donc ça m'a très vite appris que l'administration n'était pas un ennemi, mais qu'il pouvait nous aider. J'ai eu un contrôle des douanes aussi qui s'est très mal passé. Et en fait, le truc, ça a été de dire, OK, travaillons avec eux parce qu'on n'a pas l'expertise dans tous ces domaines. Donc, eux sont les mieux placés, puisque c'est eux qui vont nous contrôler, c'est eux qui nous accompagnent, et ils sont très d'accord pour le faire. Et maintenant, c'est vraiment, on a institué ça, c'est quand on a un doute, on appelle l'administration qui gère ce genre de problème, et puis on leur demande. Et là, cette inspectrice, elle m'a certainement sauvé la ganterie, puisque un mois de fabrication en plus, ça nous a permis, voilà, de livrer plus, et donc de gagner plus, et de mettre tout ça vite au chaud en trésorerie, et voilà. Et donc ça a été extrêmement salvateur. Donc plein de gens autour auxquels je ne pensais pas forcément, nous a permis que cette reprise se passe bien. Et puis après, le développement de la marque Agnelle, là aussi, ça a été une reconnaissance extérieure. On a eu un très bel article de 4 pages dans Madame Figaro qui a expliqué qui on était. Et en fait, ça s'est passé très naturellement, sans calcul, juste parce que voilà, c'était une jolie histoire, et que notre modestie de temps en temps nous a permis de trouver une bienveillance de gens qu'on ne soupçonnait pas. Et entre autres les Échos aussi, les Échos qui nous a mis dans les 50 plus beaux savoir-faire, à côté de Dior, de Vuitton, de Berluti, enfin de marques extrêmement prestigieuses. Donc beaucoup d'humains. Vous disiez tout à l'heure,
Sophie, que Aniel forcément a moins de moyens, en tout cas pas beaucoup de moyens, et donc vous étiez débrouillée quand vous aviez dû faire cette exposition avec les galeries. Et c'est vrai que ça me touche parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont eux-mêmes des créateurs d'entreprises ou qui travaillent dans des jeunes entreprises, notamment des marques indépendantes, et qui n'ont pas du tout autant de moyens que les grandes maisons. Et il y a un côté souvent un peu défaitiste ou frustrant parce qu'on se dit c'est sûr que face à Dior, Vuitton, etc. Qu'est-ce que je peux faire quoi? Moi, j'ai rien. Même dans mon propre cas, je me dis forcément j'ai moins de moyens que Cartier, etc. Et pourtant la preuve en est, vous arrivez quand même avec 3 fois rien, vous le disiez, à faire parfois des miracles. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Est-ce que vous pourriez peut-être soit nous donner les leviers les plus forts d'une petite maison comme la vôtre de luxe face à ces géants, nous dire en fait pour vous quels ont été certains facteurs clés de succès. C'est pas forcément uniquement au niveau marketing quoi, ça peut être au niveau RH, financier, enfin les actions qui nécessitent pas forcément des très grands moyens qui pour vous ont fait la différence. Alors, j'ai toujours, comme je suis autodidacte, que je calcule pas tellement, je calcule pas les choses. Il y a beaucoup de spontanéité dans tout ce qu'on a dû faire. Et en fait, à chaque fois, on a eu un regard bienveillant des gens qui pouvaient nous aider. Et, euh, et en fait, je pense qu'ils ont eu la possibilité d'exprimer leur générosité. Les grandes marques ou les grands magasins, ils peuvent être durs dans leur négociation, mais si on va vers eux et qu'on leur dit voilà, j'aurais besoin de votre soutien et que vous êtes sincère et que c'est pas, ils le font avec plaisir en fait. J'ai jamais eu vraiment des relations tendues quand il a s'agi. On a eu une expérience un peu qui aurait pu être douloureuse. C'est que donc Saint-Julien, où sont les ateliers Agnelle, Hermès est venu s'installer. Et donc construit un très beau bâtiment. Et puis ils ont eu un directeur qui a essayé de trouver des savoir-faire là où ils étaient, donc dans les autres entreprises. Et donc c'était horrible pour moi parce que mon contremaître est parti, j'ai une ouvrière qui est partie du jour au lendemain, et j'avais rien, je pouvais rien faire. Il proposait 13 mois, 14 Oui. mois, 15 mois, 18 mois. Et donc, quand on a des salaires aussi peu importants que nous les avions, c'était pas possible de lutter. Et donc, écoutez, je me suis dit, ok, il n'y a pas de raison, je vais écrire à Patrick Thomas, qui était le président d'Hermès, et lui dire que c'était pas bien de faire des choses comme ça. Quelque part, qu'ils se battent avec d'autres grands groupes, qu'ils le fassent, mais qu'ils viennent pas nous casser les pieds à nous. Et on n'avait aucun Ouais. moyen de se défendre. Et écoutez, là aussi, je le connais pas, je l'ai jamais connu, on n'a jamais travaillé pour eux. Et tout de suite, il s'est excusé en disant oui, bien sûr que on ne doit pas faire ça Hmm. et que c'est important que vous restiez en vie et que vous puissiez continuer à travailler. Et donc c'était surprenant. Donc il faut pas hésiter Ouais, vous avez vous osé. sentez complètement. Il faut vraiment tout grand patron ou quand quand il y a eu les grèves et tout ça, on a passé un moment difficile. Et je suis allée voir pareil le président Dior. Je lui dis bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est important pour vous? Est-ce que vous avez besoin de nous pour fabriquer vos gants? On les fabrique depuis 40 ans, mais et si oui, il faut que vous nous aidiez. Et j'ai toujours eu des très bonnes voilà, ils nous ont aidés, Mais on en a fait fait, une on n'a petite pas le sortie. réflexe de demander de l'aide. On n'a pas souvent le réflexe de demander de l'aide quand on est entrepreneur. Et du coup, je trouve ça formidable, en fait, que vous osiez, parce qu'une fois de plus, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et même moi, alors que ça fait 12 ans maintenant que je suis entrepreneur, Mhm. surtout quand c'est un peu des concurrents, d'une certaine manière, on se dit, ils vont pas nous aider, on est concurrents. Mais on est tellement petits, on est tellement des petits concurrents. Euh, Écoutez, moi, mon expérience a toujours été, euh, voilà, on est sincère, on se bat pour des bonnes valeurs. C'est pas, c'est, et les gens ont beaucoup de plaisir à vous aider. Et ça se passe, ouais, ça se passe très bien. Est-ce que vous auriez un conseil à donner justement à quelqu'un qui lance sa marque B2C, plutôt
dans le secteur du luxe ou un secteur haut de gamme, quelqu'un qui a une vision, qui a un produit, qui a une marque, pas forcément une marque qui existe depuis aussi longtemps. Mais c'est vrai qu'on entend tellement de choses, c'est tellement compliqué, il y a tellement de concurrence quand même. Est-ce que vous auriez peut-être un message à faire passer ou un retour de votre expérience, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, qui est déjà très précieux, pour peut-être donner un conseil de vous, ce que vous avez vécu? Ce que vous disiez, Pauline, oser, ne pas avoir peur. Un échec, 2 échecs, c'est pas grave, on continue. Faire confiance dans des partenaires qui vous veulent du bien, et bien s'entourer. Enfin, je sais pas. Moi, c'est plus la relation humaine, en fait, et investir là-dessus, investir sur les relations humaines, qu'elles soient autant avec ses fournisseurs qu'avec ses clients. Souvent, on parle de nos clients, mais les fournisseurs sont tout aussi importants, voire plus, parce on a besoin d'eux. Et puis, voilà, on est toujours le client ou le fournisseur de quelqu'un. Donc, de bien se comporter, je vois notre métier est difficile parce qu'il y a très peu de fabricants de gants dans le monde et donc la matière, le cuir est extrêmement différent de la maroquinerie, de la chaussure, parce qu'il doit être souple, très solide et très très doux, très très naturel. Et pour ça, ça représente en fait très peu. Euh, et, et moi, il faut que je persuade des mégissiers très importants qui travaillent avec les plus grandes marques, que j'arrive à trouver une solution pour que ce soit intéressant de travailler avec moi. Donc voilà, les grandes marques utilisent des grandes peaux, moi je vais prendre des petites. Ils utilisent euh, des peaux raides quand elles sont un peu trop souples, ben moi je les utilise. Et en fait c'est ça, c'est que chaque fois de comprendre ce que le fournisseur a besoin et d'essayer de l'aider dans ses besoins. Et de la même manière, pour nos clients, c'est la même chose. De quoi ils ont besoin et s'adapter à ça. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est fabricant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces jeunes marques qui se montent et qui n'ont pas ces usines derrière, où chaque prototype coûte très cher. Et ça, je trouve ça très difficile. Moi, j'ai pas tellement ça parce que j'ai ces deux ateliers et on cherche et c'est très naturel. Euh, mais voilà, oser et puis bien comprendre que seul on n'y arrive pas. On a besoin de tout le monde. Justement, vous me faites une belle transition parce que je voulais vous parler de vos collaborations. J'ai passé un peu de temps évidemment à regarder ce que faisait Agnelle et il y a énormément de collaborations. En tout cas, vous en avez fait beaucoup par le passé. J'imagine que c'est issu de votre histoire aussi et du fait que vous étiez fournisseur initialement pour des grandes maisons. Mais je trouve ça super chouette parce que c'est vrai que je trouve que ça permet de voir la marque différemment. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux collaborations dont vous pourriez nous parler qui vous ont été particulièrement marquées, qui ont été aussi bien sûr marquantes pour l'entreprise et qui peut-être ont eu un impact particulier? Alors la toute première collaboration, je devais avoir une vingtaine d'années, maman m'a dit, écoute, il y a un jeune créateur qui veut faire des gants, on va le voir. Et donc je vais le voir et en fait c'était Monsieur Alaya et c'était mon premier créateur et ça a été formidable parce que il avait énormément de respect pour ses fournisseurs et il a été très indulgent parce que j'y connaissais pas grand-chose. Et on a créé, alors là c'est la chance, on a créé ensemble le gant c'était le premier produit qu'il faisait avec tous les œillets. Et il m'a donné confiance dans la création, il m'a donné confiance dans le. Et jusqu'à la fin, il a été très proche de ses fournisseurs et ça, c'était une expérience formidable. Et dernièrement, alors il y a peut-être 7 8 ans, euh, on a collaboré avec Jean-Charles de Castelbajac et c'est parti d'un petit, vous savez, à Paris, il dessine à la craie des petits anges sur les murs. Et donc, on a fait une photo avec ce petit ange et puis deux gants comme ça qui tenaient la tête de l'ange avec plein de motifs. Et en fait, Jean-Charles nous suivait et il écrit Agnelle fait des gants comme on écrit des poèmes.
Et donc, j'ai trouvé ça tellement joli. Et donc, j'ai dit, bah, merci Jean-Charles, et je l'avais connu il y a 20 ans. Et donc, je suis allée le voir, et il a commencé on est venu avec un gant à plat, donc un gant blanc à plat. Et en fait, pour lui, c'était comme une feuille blanche. Et il a commencé à prendre ses stylos et dessiner le visage d'une femme. Et puis voilà, et moi ça m'amusait beaucoup. Donc on a fait une paire de gants avec ce visage de femme, et c'est devenu un modèle, l'autre moi, qui est devenu tout à fait iconique aussi. Et c'est très léger, et c'est très joyeux. Et c'est vraiment ma parenthèse enchantée de travailler. Je travaille beaucoup avec l'IFM ou avec la Cambre. Parce que d'avoir la vision des jeunes créateurs, des jeunes stylistes, c'est-à-dire comment ils voient les gants, comment ils interprètent, c'est passionnant. Et là aussi, c'est parce qu'on est fabricant qu'on peut le faire rapidement. En tout cas, on a accompagné Marine Serre, et on vient de se rendre compte que le Grand Prix de l'Andam, qui a été remis il y a quelques jours à Louis-Gabriel Nucci, qui avait dessiné notre collection il y a 3 ans. Sur le palmarès des 10 dernières années, on a travaillé avec 8 créateurs de ces 10 dernières années. Alors, incroyable. Avec Anthony Vaccarello, qui a pris la direction artistique de Saint-Laurent. Enfin voilà, tous ces jeunes qui ont eu... Et donc, chaque fois qu'ils me demandent, je suis ravie. Ils deviendront connus ou pas, mais peu importe. Je suis très, très, très contente qu'ils nous connaissent, qu'ils aient envie de faire des gants avec nous. Et peu importe ce que ça nous coûte. Et donc, je les aide aussi. On a une boutique à Paris qui est rue du Faux, donc à côté de la rue Saint-Honoré. Cette boutique, je l'utilise que 5 mois par an. Donc, le reste du temps, je la prête. Et donc, ça doit rester joyeux, et surtout, tout ne doit pas être économique. Ça, c'est vraiment super important. Vous disiez que donc la boutique, vous l'utilisez que 5 mois par an, et c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que en fait la ganterie c'est quand même sacrément saisonnier, qui je peux imaginer est une bonne contrainte quand même quand on est dirigeant d'entreprise, parce que c'est vrai que en été les gants on peut en mettre de temps en temps pour une soirée très très mode, etc. Mais est-ce que cette question n'a peut-être pas de sens, hein, mais le fait que ça soit aussi saisonnier, est-ce que pour vous c'est finalement vraiment une contrainte, ou est-ce que vous avez essayé d'en faire une force, et justement vous disiez c'est peut-être ça aussi qui fait que pendant un certain nombre de mois vous êtes moins orienté vente et vous êtes plus sur de la création, qui fait que c'est de cette contrainte aussi que vous avez été obligé de trouver des choses à faire pendant toute cette période où les gens n'achètent pas de gants. En tout cas, en d'autres termes, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette saisonnalité? Qu'est-ce qu'elle vous apporte et en quoi est-ce qu'elle vous dessert? Alors, j'ai toujours dit que mon job, c'était de gérer cette saisonnalité. On vend 3 mois par an, et on fabrique, et on doit tout payer pendant les 12 mois. Donc, c'est vraiment assez infernal. Maintenant, donc voilà. Et là, c'est à tous les niveaux. C'est financier. Il faut faire comprendre à ses banquiers qu'ils n'attendent pas de retour de factures ou trucs comme ça pour nous prêter de l'argent, puisqu'on ne les aura pas. Donc, c'est du pur découvert. C'est difficile de négocier ça avec un banquier. Mais bon, ça se justifie par notre saisonnalité. Après, tous les gens à la ganterie, un jour, ils font de l'expédition, l'autre jour, ils sont derrière une machine ou couper des gants. Enfin, tout le monde est extrêmement polyvalent. Et mon job, c'est de leur montrer la voie de l'intérêt de faire ça, parce que c'est pas ennuyeux du tout. On va pas passer toute la journée et toute son année à faire la même chose. On va découvrir des nouveaux métiers, parce que quand on est couturière et qu'on est à l'expédition, ou on va même vendre des gants sur un stand, donc c'est très amusant au final, et ça rend la vie plus enrichissante, plus joyeuse, que si on faisait toujours la même chose. Et, euh, et donc maintenant, oui, il faut que je profite. Donc il y a des moments où je suis vendeuse, d'autres moments où je dois faire de la finance, un peu de marketing. Et en fait, l'année est rythmée comme ça, mais c'est un peu comme les agriculteurs. C'est comme ça, c'est notre vie.
Ce qui est aussi un avantage parce qu'on a quand même très peu de concurrents, parce que c'est extrêmement difficile Ouais. de gérer ça. Vous avez jamais envisagé de vous diversifier et de sortir du 100% Grand Prix? Alors oui, j'ai essayé, j'ai échoué à chaque fois, et c'est toujours une réflexion que j'ai. C'est pas évident parce que la chose enfin la plus facile, ça serait qu'on fasse euh, des accessoires en cuir et des sacs. Sauf que la concurrence dans les sacs, c'est pas du tout la Ouais. même histoire. Là, on réfléchit à d'autres produits. Ce qui est important pour moi, c'est de conserver l'agneau parce qu'on a vraiment une matière sublime et c'est ce qui nous caractérise vraiment. C'est très naturel et ça, je veux le garder. La souplesse, la légèreté et quand même la durabilité parce que c'est un cuir naturel donc qui vieillit extrêmement bien et qui est très souple. Donc j'ai envie de faire des choses, peut-être des objets gainés. Euh, et en tout cas, c'est une vraie réflexion et qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente, mais c'est passionnant et là aussi, je veux vraiment réussir à faire quelque chose avant avant d'arrêter de travailler. C'est vraiment Avant quelque les chose qui me 100 tient ans à de la cœur. marque. Ouais. Encore une question pour vous, pas facile, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. C'est à une époque où le cuir fait débat, le cuir naturel fait débat parce que le monde évolue et que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée de porter des cuirs naturels ou d'en voir. Je peux imaginer que ça n'a pas été facile à gérer quand même pour une marque comme Agnelle dont le business entier est fondé sur ce genre de choses. Et donc je voulais savoir si effectivement c'est difficile à gérer, si, quel est votre discours finalement pour ces personnes-là, et puis quelle est votre réflexion quoi sur toutes ces questions autour donc du bien-être animal, etc. Alors, donc je vous ai dit au départ que j'avais fait un sport-études équitation. Donc j'ai 2 chiens. Je suis extrêmement attachée au bien-être animal. Hem, pour moi, le vrai sujet, c'est comment on élève les animaux, comment leur vie va se passer. Euh, Toutes les peaux qu'on utilise, elles sont issues d'animaux qu'on élève pour leur viande et pas pour leur cuir. J'ai arrêté depuis longtemps le bison, le crocodile, enfin toutes ces matières enfin des animaux qu'on élevait que pour leur peau. Ça, je suis totalement contre. En revanche, le cuir vraiment reste un déchet, le premier déchet de l'humanité, puisque en fait l'homme préhistorique tuait des animaux pour se nourrir et réutiliser leur peau pour se vêtir. Donc, et c'est assez naturel. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que vraiment la filière, et elle le fait, s'occupe de comment on les élève, comment on les transporte, même comment on les abat. Dans la nature, le lion prend pas beaucoup de soins et quand il mange une gazelle, euh, il la croque et voilà. Donc, ce qui est important, c'est vraiment quand ils sont en vie et de faire très attention à ce qu'ils soient. Moi, on a toujours acheté nos pots uniquement en Europe, en France quand ça a été possible, parce que voilà, on a quand même fait les choses plus correctement que des endroits où on n'a jamais, Bien et sûr. puis ils en ont rien à faire aussi. Donc c'est même si on voit des images atroces de temps en temps, en tout cas, la filière s'en occupe, des nouvelles normes, enfin tout ça, c'est fait de manière assez sérieuse et c'est une préoccupation pour tout le monde. Et vous avez subi à un moment donné des attaques sur le sujet ou pas tellement en réalité? Non, pas tellement. C'est surtout la fourrure hein, Hmm. qui a vraiment subi des attaques. Le cuir, pas tellement. Bon, faut dire que je connais peu de personnes qui ne portent pas un objet en cuir ou qui ont strictement zéro objet en cuir. Ouais, c'est difficile et c'est une matière magnifique et qui est durable. On utilise
enfin des déchets et c'est durable. Donc, Hmm. si après en amont on fait les choses correctement, ça peut être pas mal. Moi, j'ai du mal avec le plastique. J'ai du mal avec une matière synthétique. Ça n'est que du pétrole, que du plastique. Donc, c'est Ouais, ouais. c'est quand même, enfin, c'est pas chouette non plus. Alors que l'on consomme moins, ça, oui, je crois que c'est vraiment une tendance. Il faut qu'on aille là-dedans. Nous, on a toujours essayé de rendre durables nos produits. On a toujours réparé, on a toujours euh, changé des doublures. Tout ça, on l'a toujours fait parce que c'est très naturel pour nous et de rendre durables nos produits. C'est vraiment enfin voilà, en tant que fabricant, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et on l'a toujours fait. Bah, merci d'avoir répondu à ces questions. J'aimerais maintenant faire une transition absolument sans transition justement et reparler de votre enfance parce qu'un point qui m'a intéressé et je l'avais lu, c'est qu'effectivement bah, vous disiez que vous aviez arrêté les études très jeune et qu'ensuite vous étiez consacré à un sport-études et pour autant vous êtes devenu dirigeante d'entreprise et je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent mais c'est pas possible si on n'a pas fait d'études, on peut pas diriger une entreprise, etc. Donc vous êtes l'exemple même que ça n'est pas le cas. Est-ce que vous pourriez nous dire, revenir à cette période-là aussi, peut-être pour des parents qui nous écoutent, et nous dire ce moment où la décision a été prise d'arrêter les études, est-ce que vous pourriez nous en parler et nous peut-être je sais pas nous donner des conseils sur si bah votre fille était dans cette disposition, qu'est-ce que vous feriez parce que je pense qu'il y a effectivement plein de personnes qui nous écoutent qui peuvent avoir un enfant qui est pas très doué à l'école et pour autant ça veut pas dire que sa vie va être un échec, au contraire, mais c'est vrai que parfois on peut manquer de perspective quand on est un parent et qu'on a envie de du mieux pour ses enfants. Alors, donc j'étais en troisième et seconde, donc en sport-études à Font-Romeu, équitation. Et c'était assez difficile pour moi parce que, enfin, comme tous les autres cavaliers, c'est qu'on avait un cheval et on rentrait jamais à la maison. Et Font-Romeu, il y a de la neige, il fait froid. Enfin, c'était des conditions un petit peu difficiles. Et la deuxième année de pension a été très difficile. Euh, Ça s'est mal passé et en plein milieu d'année, je voulais partir et normalement, mes parents m'ont dit, bah non, tu finis ton année, c'est important et tout ça. Et vraiment, j'ai toujours, je voulais pas qu'on me fasse autant de mal parce que ça se passait pas bien avec des gens autour de moi. Et donc, je suis pas très fière, hein, mais j'ai inventé un peu une appendicite, une douleur effroyable au ventre pour partir de cet endroit. Et donc, dans la nuit, une ambulance m'a transportée à Limoges où je me suis fait opérer de cette appendicite. Et c'était ce qui Que était vous n'aviez pas pas. que je n'avais pas. Et là, ça a été formidable parce que mes parents ont compris à quel point cette période avait été douloureuse pour moi. Et très naturellement, ils m'ont dit, enfin voilà, ils m'ont laissé faire. Après, je suis partie à Paris, j'ai fait une année, et, donc ma première à Neuilly. Et là, c'était un autre sujet parce que j'étais pas, je venais de Font-Romeu, donc un peu sportif, rustique, et je me suis retrouvée avec mon cheval à l'étrier à Neuilly. Et là, j'avais pas du tout les codes et j'étais vraiment pas très à l'aise avec ça. Et puis, l'équitation n'est pas un sport de Parisien. Donc, l'année n'a pas été très agréable et c'est fantastique parce que mes parents, donc j'ai voulu arrêter. L'école était douloureux, c'était vraiment douloureux pour moi. Et ils m'ont laissé faire, donc j'ai arrêté. Et Vous leur avez dit j'aimais. papa, maman, j'aimerais arrêter l'école quoi. Oui, alors j'ai commencé par ne plus y aller. Et puis après, l'évidence, l'évidence était là que c'était pas. Et ils ont été fantastiques. Et j'aurais aimé faire ça avec mes enfants. Et là, à aucun moment, ils m'ont dit, Sophie, t'es nulle, tu vaux rien, tu t'es pas capable de t'accrocher, c'est un peu dur, mais tu devrais, machin. Pas du tout. Euh, Hmm. Maman m'a dit, bon, écoute, viens me rejoindre. Et j'ai commencé comme ça à mettre des gants dans des pochettes. Et c'était pas important. C'était vraiment pas important. Et donc j'ai commencé, voilà, et j'ai appris sur le tas.
et après, voilà, on fait des erreurs. Je suis allée voir un client, je me souviens, un pro shop à Biarritz pour lui vendre des gants de golf. Et la première question, c'était est-ce que vos prix sont hors taxe ou avec la TVA? J'en savais rien. Bon, vous Et savez, je bon, suis pas voilà. sûre qu'on apprenne trop ça à l'école non plus, entre nous. Oui, certainement, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, après, j'ai appris par mimétisme. On avait déjà la chance de travailler avec des marques, des gens extrêmement compétents, extrêmement euh, à la pointe de la mode, à la pointe de la gestion. Et en fait, par mimétisme, j'ai appris mon métier comme ça et ça se passe. Franchement, ça se passe. Avec le recul, vous diriez, je sais pas s'il y a une réponse, que finalement, le fait d'avoir quitté les études très très tôt a plutôt été bénéfique et vous a permis de rentrer sur le monde du travail plus tôt et donc vous a permis d'apprendre plus rapidement ce que c'était que le monde du travail, ou vous pensez que ça a plutôt été un frein parce que il y a peut-être certaines choses que vous n'aviez pas apprises sur les bancs de l'école qui auraient été utiles? Alors, je pense que ça a développé chez moi une grande capacité à chercher les réponses et à les trouver. En fait, comme Hmm. j'avais pas appris, je savais que je ne savais rien. Donc, il fallait chercher les réponses où elles étaient. Donc, mon rapprochement avec l'administration quand il s'agit de gérer une grande confiance. Alors, j'ai eu de la chance aussi d'avoir un expert comptable extrêmement présent, extrêmement bienveillant, extrêmement voilà, gentil. Et donc, il m'a appris ce qu'était la gestion de l'entreprise avec des choses, des grands équilibres à respecter. Mais voilà, c'est que du bon sens en fait. C'est pas forcément très compliqué. Ce Hmm. que j'aurais pas été capable de faire, c'est faire rentrer un investisseur et dire, ok, j'ai besoin de 2 millions de dollars et avec ces 2 millions de dollars, je vais, voilà mon plan, ma stratégie et voilà où je vais aller et voilà comment je vais le faire. Ça, je ne suis pas capable de le faire. C'est beaucoup plus spontané. Tout ce qu'on a pu faire ça a été voilà, des choses spontanément qui sont arrivées et on essaie avec du bon sens et beaucoup de volonté. Euh, donc on compense. Je me dis de temps en temps que j'ai créé un atelier aux Philippines alors que j'avais que 20 ans, que je ne connaissais rien, que je parlais pas anglais, que il y avait un coup d'État à Manille. Enfin, c'était infernal. Mais c'était certainement les gens avec qui j'ai travaillé après pendant 30 ans ou 40 ans, ils m'ont vu à ce moment-là. Mon associé d'aujourd'hui, il m'a vu arriver avec, paraît-il, une grande jupe, des grands cheveux, ne parlant pas anglais. Et je pense que ça a été, voilà, il a trouvé ça extraordinaire que cette Française arrive aux Philippines. Il n'y avait pas beaucoup de Français et, euh, et donc pareil, c'est toujours la même histoire. Il m'a beaucoup aidé, il m'a soutenu avec une confiance mais infinie, les yeux fermés. Je parle toujours pas très bien anglais. Et quand j'ai des moments difficiles, je bafouille et donc ça devient absolument incompréhensible. Et chaque fois, il me dit oui, oui, Sophie, fais ce que tu veux. Et donc, et c'est extraordinaire là aussi. C'est une relation humaine avec donc il s'appelle Nick, qui est euh, qui est fabuleuse. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Alors pour terminer, Sophie, j'ai toujours mon crible, qui sont des questions un peu perso, vous allez voir, mais que je trouve plutôt intéressantes. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie professionnelle ou personnelle un grand échec? Alors j'imagine que vous en avez vécu plusieurs, mais un échec qui vous a particulièrement marqué, qui est peut-être votre plus bel échec, si je puis dire, parce que c'est celui qui vous a appris quelque chose d'important, et je veux bien que vous nous en partagiez les enseignements. Alors, euh, des échecs, c'est à peu près tous les jours. Euh, mais c'est terrible parce qu'il n'y en a pas un qui me vient en tête. Euh, Ou une période de doute je très sais forte pas. peut-être, ou Mais le de doute, difficulté. il est tout le temps là. Mon doute, c'est que justement, j'ai eu la chance de pas avoir de. Alors, d'arrêter l'école peut être considéré comme un échec,
mais ça l'a pas tellement été. Aujourd'hui, je trouve que j'ai été extrêmement protégée. J'ai pas eu les grands échecs, les grands moments difficiles qu'on peut traverser, qui est le divorce, le dépôt de bilan, euh, le jour où les banquiers refusent de vous prêter de l'argent et que vous devez arrêter votre entreprise. J'ai jamais eu ça. J'ai encore mes parents, j'ai jamais eu même des décès très proches de moi. Et mon doute aujourd'hui, c'est comment je vais réagir le jour où ça m'arrivera. Euh, c'est ça, en fait, mon plus grand doute. Hmm. Est-ce que je vais être capable Est-ce que si je devais un jour avoir des difficultés dans mon entreprise, est-ce que je serais capable de rebondir? Alors, il y a eu des moments difficiles, bien sûr, les grèves, des hivers pas froids. Euh, Ces Les cinq hivers pas dernières froids. années, ouais, c'est l'horreur pour nous. Ces 5 dernières années, c'est vrai qu'on a perdu peut-être 30-40% du chiffre d'affaires et je pensais que c'était mortel. Bon, non, en fait, c'est pas mortel. J'ai accompagné cette chute. J'ai moins de frais généraux, moins de personnel. Quand il a fallu que je me sépare de gens, ça, c'était douloureux pour moi d'aller devoir licencier quelqu'un. C'est pour moi la chose la plus difficile. Donc, je leur ai parlé, je leur ai dit que c'était compliqué, que ça serait bien s'ils avaient un autre projet de vie, d'autres envies, mais qu'ils aillent, qu'ils réfléchissent. Et ce que je voulais éviter avant tout, c'était qu'ils rentrent chez eux en leur disant oui, j'ai été licencié. C'est un truc Hmm. horrible. De vivre ça, de dire à ses enfants j'ai plus de boulot et tout ça. En revanche, c'est vrai que de réfléchir à ce qu'on a envie de faire et d'aller dans une autre voie. Alors ça prend un petit peu plus de temps, mais pas beaucoup plus. Et, euh, et voilà, donc les gens ont retrouvé un job. Des réactions incroyables de gens qui avaient 25 ans et qui en fait en démissionnant renoncent à leur ancienneté et tout ça. Mais en fait, c'est pas important pour eux, c'est qu'ils continuent quelque chose d'autre. Et c'est pas de l'angélisme, hein, c'est vraiment du vécu. Ça s'est passé comme ça. Et je suis donc voilà. Donc euh, Pas est-ce que je vais d'échec. pouvoir vivre un échec sérieux et en tout cas, je les ai toujours évités les moments. J'ai Bah, toujours je vous le souhaite combattu. pas d'avoir à le vivre, mais bon, même si ça apprend souvent beaucoup de choses, mais j'ai pas de doute sur le fait que vous arriverez Je ne à sais pas. réagir. Deuxième question pour vous, s'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Alors, je pense que comme je vous ai dit, donc 2001, il faut construire la marque Agnelle. Et je me suis pas dit ça. J'ai pas réfléchi à ce qu'était une marque. Je n'ai pas été marketée, enfin, je n'ai pas marketé ma marque. Hmm. Les reconnaissances, elles sont venues de l'extérieur. C'est les gens qui nous ont commencé à nous dire qu'on était créatifs, qu'on faisait des produits Hmm. magnifiques. Donc certainement, j'aurais réfléchi un peu plus à ça, euh, au lieu d'attendre un peu que les choses viennent à nous naturellement. Bon, ça fait de Daniel une marque maintenant très authentique puisque rien n'a été vraiment marketé, prévu, décidé, réfléchi. Mais maintenant, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à faire d'autres produits. Quand je sors de mon savoir-faire, j'ai du mal. Donc, j'ai des projets d'association avec quelqu'un qui est absolument brillantissime sur justement le marketing et ça va donner, j'espère, j'en suis certaine, un, un coup de neuf et des choses très positives pour Agnès. Bah, je vous le souhaite de tout cœur en tout cas, et j'espère encore une belle rencontre. Oui. Encore une question pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez beau? J'aime bien cette question parce que c'est évidemment soit beau au sens propre, soit ça peut être beau, une émotion, un mouvement, quelqu'un, voilà, enfin, métaphoriquement parlant, on va dire. Ce que je vous disais tout à l'heure, les relations humaines, c'est d'un moment qui peut être dramatique, de l'adoucir, d'avoir en face de soi quelqu'un qui, ok, il y a une solution, il y a un avenir, il y a euh, de
d'éviter de faire du mal, et que quand les 2 personnes se rendent compte en même temps que ça y est, on a réussi à trouver une solution pour que, les choses se passent, en douceur. Je crois que c'est ça qui me fait le plus plaisir dans ce dans ma vie en général et dans ma vie professionnelle. C'est trouvé même avec un banquier, quand ça a commencé à être un peu plus difficile, où j'étais la première assez critique sur, ce qu'on vivait, et j'avais peur, de ce qu'on pouvait, éventuellement, avoir comme difficulté, et c'est un peu mes 2 banquiers me disent: «Mais non, mais Sophie, vous savez, votre entreprise, elle est solide, elle a, elle est solide». Je dis: «Mais ça veut dire quoi une entreprise solide?» «Ah non, financièrement, les fondamentaux sont là». Donc bon, bah, tant mieux, génial, merci, mais à l'opposé, quand ils commencent à avoir, des doutes, machin, et que moi, en revanche, je suis assez je me dis: «Voilà, on a un bon carnet de commandes, tout normalement, il y a pas de problème». Là, en revanche, je suis assez dure en disant: «Bon, OK, si vous avez peur, c'est votre problème, c'est pas le mien». Donc c'est assez amusant, ce rapport-là. C'est, Bah, je vous remercie. Ouais, c'est sûr que en plus, ça change très rapidement. Je peux imaginer que les doutes peuvent s'installer, repartir. C'est les montagnes russes, comme on dit, de oui, l'entrepreneuriat. tout le temps, mais c'est comme ça, en fait, et faut pas s'inquiéter surtout. Et de temps en temps, je reprends les livres de Mike Horn, quand il raconte ses aventures et que, il se trouve Ouais. dans des situations absolument atroces, et qui raconte que bon non, écoutez, c'est pas grave, il y a une solution, on va y arriver, il faut bien réfléchir, et ça va repartir, et machin. Quand il dit il fait très froid, j'ai mon petit doigt qui a gelé, bon bah je vais le couper, mais ce qui est bien, c'est qu'il m'en reste 9 autres. Euh, pff, bon voilà, mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Voilà, il y a des difficultés. Bon, voilà, il y a aussi des solutions, il y a aussi, et puis, savoir abandonner aussi, il y a pas toujours des solutions non plus, donc on abandonne assez vite, et je trouve qu'en ce moment, j'apprends beaucoup de nos alternants. C'est vraiment une transition en ce moment qui est très difficile, pour des vieilles entreprises comme nous, où, les gens sont là depuis, 35 ans. Donc forcément tous les changements, sont pas évidents, parce qu'on n'est clairement pas, déjà on n'était pas natif, internet, mais on est encore moins de, ChatGPT et des autres choses. Et donc ces alternants, ils arrivent, ils sont drôles parce que, heu ils se rendent pas compte à quel point ils vont être précieux, et ils vont nous apporter des choses, et qu'on compte sur eux, pour, nous initier à ces nouvelles modes de consommation, à ces nouvelles modes de communication, et j'adore ça. Et vraiment j'adore ça, parler avec eux, et leur faire découvrir l'entreprise, c'est un grand bonheur en ce moment, depuis 4 ans. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimez, peut-être que vous vous répétez, que vous pourriez partager avec nous? Alors, je l'ai noté parce que, voilà, que le succès ne se mesure pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'impact positif que vous pouvez, avoir sur le monde et à votre, entourage. Donc le succès, pas Heu, uniquement financier. ouais, que le succès n'est pas uniquement financier, mais sur les impacts positifs, que vous allez, avoir sur votre entourage et sur la nature, bien sûr. Je crois qu'il faut vraiment sortir du tout financier, du tout Mmh. économique. Hem, tout n'est pas ça, enfin, et on se rend compte à quel point, c'est le hamster qui tourne dans sa roue, hein. C'est que, le monde s'est trop emballé. Il faut calmer les choses, il faut adoucir les choses. Encore 2 questions pour vous. Est-ce que vous avez, un sujet sur lequel vous avez changé d'avis? Oh là là, je change 10 fois d'avis, par jour. Justement, l'importance du marketing. Pour moi, le marketing, c'était un truc qui, où
où on pouvait mentir, où on pouvait et en fait, je me suis juste rendu compte qu'on n'était pas obligé de mentir, qu'on pouvait juste parler de son produit gentiment, honnêtement, en parlant aussi de ses défauts. Enfin voilà, je crois que c'est sur le marketing, c'est là où j'ai changé le plus d'avis. Oui, vous aviez presque un a priori négatif sur le marketing parce que vous trouviez que c'était pas sincère, alors Ouais. que vous vous rendez Et on compte que peut, c'est en fait, juste là pour valoriser, on peut être sincère et valoriser sa oui, tout à marque. fait. Oui, oui, complètement. Oui, c'est vraiment une croyance que j'ai eue pendant très longtemps. Hyper intéressant. Dernière question pour vous, est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une musique, enfin un objet un peu culturel qui vous a particulièrement marqué, qui peut-être vous a transformé, vous a fait réfléchir, vous a changé? Vous pourriez nous parler, nous dire pourquoi, est-ce qu'il a été aussi important pour vous? Alors, justement, les livres de Mike Horn, qui m'ont, chaque fois quand je vais pas bien, je lis et il me remonte le moral. Il dit: «OK, tout ça n'est pas insurmontable, on va y arriver, il faut y réfléchir, il faut y travailler très fort, il faut être très obsédé, enfin, il faut que le sujet soit très obsédant pour forcer un peu la réflexion et les efforts qu'on va devoir faire, mais ça va bien se passer.» Et là, en ce moment, le dernier livre de Laurent Alexandre, justement sur la société telle qu'elle sera certainement dans quelques années, avec ChatGPT, et de ne pas en avoir peur, faire confiance dans les politiques pour légiférer, pour encadrer tout ça, mais que ça va nous permettre de faire plus de choses plus rapidement. Et donc c'est un sujet qui me fascine et qui m'intéresse énormément. Concernant Mike Horn, il y a un de ses livres qui vous a particulièrement marqué, c'est Latitude Zéro, c'est ça, non? Alors oui, c'est enfin, le premier que j'ai lu, c'est quand il a fait le tour du monde en s'écartant, je crois, à plus de 20 kilomètres de l'équateur, et que en plus, quand vous l'écoutez, et que avec son accent suisse incroyable. Et voilà que il faut qu'il traverse le Pacifique, qu'il traverse l'Atlantique, qu'il est jamais monté sur un bateau, qu'il a jamais navigué, et Ouais. il prend le meilleur, et le meilleur lui dit, je me souviens plus si c'était Perron, lui dit les choses essentielles qu'il faut jamais perdre de vue. Et voilà, il traverse, et puis enfin bon, c'est un truc de dingue. Il y a une scène, je sais Voilà, pas c'est si ne vous vous pas rappelez, avoir dans la peur. forêt vierge, qui est quand même assez dingue, où il se fait complètement quand il doit Ah oui, par les fourmis traverser rouges. l'Amazonie, là. Oh là là, Ouais, ouais, non, c'est mais c'est un truc incroyable. de dingue. Ouais, ouais. Et à la fois, j'écoutais une interview l'autre jour où il disait que je crois que sa femme a eu un cancer, et que là, il était prêt à tout abandonner, que c'était insupportable pour lui de perdre sa femme qu'il aime, voilà. Et donc c'est de remettre au centre l'essentiel. Mm. Sophie, un grand, grand merci pour votre temps. C'était passionnant. Alors, si on veut vous retrouver, déjà, une évidence, on va s'abonner au compte Instagram d'Aniel. Oui. Et on vous suit vous-même plus sur LinkedIn, je crois. Alors oui, un petit peu, de plus en plus en tout cas, et et surtout c'est à travers les réseaux sociaux de Daniel que je m'exprime le plus. Et pour nous rappeler, si jamais certaines personnes sont intéressées à l'idée de découvrir plus la marque, donc Aniel est présent en France en tout cas, puisque c'est la majorité de l'audience, donc dans cette boutique de la rue, vous disiez c'est rue du Flot, c'est ça? À Paris? C'est rue du Faux, la Du rue du Faux, je Faux vois pas qui où elle est est. derrière la rue Cambon, entre la Madeleine et la rue Saint-Honoré. D'accord. Et après, dans les grands magasins, à partir du mois d'octobre, aux Galeries Lafayette, au Bon Marché, et au printemps. Formidable. Ben, écoutez, ça sera mis dans les notes de l'épisode. En tout cas, Sophie, je vous remercie mille fois pour votre temps.
Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite, encore beaucoup de très belles rencontres, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas un souhait à vous faire puisque ça arrive naturellement, comme vous l'avez dit, et que vous arrivez à les susciter avec énormément de naturel. Oui. Merci infiniment, Pauline. Merci. Merci à vous.